Lémon, je suis très heureux de vous retrouver à travers ces écrans auxquels nous oblige la pandémie et le Covid et le confinement. Mais c'est une occasion d'évoquer deux de vos livres. On va commencer par un de ces livres qui est l'édition du Théâtre de Jacques de Decker que vous avez établi et que vous présentez dans une édition de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, avec une présentation d'une extrême à la fois érudition, empathie et analyse très fine de ce qu'est le théâtre de Jacques de Decker. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un théâtre qui se dissimule sous une fausse simplicité, sous une fausse apparence de comédie du quotidien? Et est-ce que l'on peut dire qu'il y a là matière à beaucoup d'éléments de réflexion qu'il faut rechercher derrière les apparences? Alors, je crois qu'effectivement, vous mettez le doigt immédiatement sur une chose essentielle. Euh, Dissimuler, ce n'est peut-être pas le terme exact. Je dirais plutôt que c'est un théâtre à plusieurs niveaux. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait faux parce que c'est vrai que Jacques trouvait plaisir, je pense, à une apparence très simple et comme vous dites, un théâtre soit dramatique, soit de comédie, mais un théâtre, disons, ouvert à tous les publics, et puis qu'en dessous, il y a autre chose, effectivement. Ceci dit, c'est très malin. Ceci dit, il sait très bien ce qu'il fait et il l'explique lui-même d'ailleurs. Il dit en fait, moi j'essaie de faire en sorte que l'on entre, je reprends ses propres termes, que l'on entre dans mon théâtre comme dans un moulin. Et ce n'est qu'après, une fois qu'on y est, donc une fois que l'on nous fait assister à une histoire très simple en apparence, de nouveau qu'elle soit dramatique comme ça dans ces deux premières pièces, ou qu'elle soit de l'ordre de la comédie dans les trois pièces qui suivent, puisqu'il en a fait cinq en tout. Et puis après, une fois qu'on suit une histoire très simple, on se rend compte petit à petit, je reprends de nouveau ces termes à lui, qu'on a été piégé. Qu'on a été piégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il nous raconte elle nous touche beaucoup plus ou est organisé de façon à nous toucher beaucoup plus qu'on ne l'imaginait au point de départ. Voilà. Une des Donc, caractéristiques peut-être de ces pièces, c'est d'une part qu'il n'y en a que 5 sur une période relativement longue, 5 pièces originales. oui, On oui, sait bien que sûr. par ailleurs, Alors, il y a des dizaines d'adaptations et il y a d'œuvres. plus de 60 adaptations, ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi il n'y a que 5 pièces originales, parce que Jacques a vraiment passé toute sa vie théâtrale à faire des adaptations, à passer de l'une à l'autre. C'est assez extraordinaire, parce qu'il y a là-dedans quand même des très gros morceaux. Hein. Shakespeare, ça ne se fait pas sur le coin d'une table. Ibsen non plus, enfin, donc voilà, je veux dire, on ne se rend pas compte du travail qu'il a accompli, parce que ça avait l'air tellement évident. Oui, une adaptation de Jacques de Decker, d'accord, une adaptation de Jacques de Decker, mais c'était vraiment énorme. Donc, je pense que ça a pris une bonne partie de sa vie d'écriture. Et puis on compte à côté les romans, etc. Enfin, et puis tout ce qu'il a écrit. Je veux dire, vous savez comme moi, c'est un écrivain qui a multiples facettes. Si on compte les milliers d'articles qu'il a écrits pour le Voilà. soir, qui sont chacun une œuvre littéraire en soi, qui sont chacun des Oui, essais plus que oui, du travail journalistique, effectivement, l'œuvre est considérable. Et c'est d'autant plus remarquable, et le public vous en est reconnaissant, d'avoir pris la peine de rassembler déjà, j'espère qu'il y aura d'autres publications par la suite, au moins une partie de l'œuvre dans une édition. Alors c'est une édition qui présente l'intérêt d'être accompagnée non seulement
de votre introduction, qui est une analyse aussi d'un homme de théâtre. Vous êtes un confrère de théâtre, à la fois dramaturge et nouvelliste et romancier, mais peut-être que l'analyse que vous en faites est peut-être d'autant plus nourrie par le fait que vous savez les difficultés auxquelles est confronté un auteur de théâtre. Oui, probablement, mais ceci dit, Jacques du fait de ces adaptations, on sent aussi, dès qu'on commence à le lire, on sent un métier extraordinaire. Extraordinaire et qui est notamment dans cette facilité apparente dans laquelle il attire le lecteur ou le spectateur. Je voudrais quand même revenir une seconde, si vous permettez, sur ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir le fait qu'il piège en quelque sorte le spectateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il nous amène à une situation, en tout cas dans certaines pièces, il nous amène à réfléchir, à voir une situation dont on ne s'attendait pas au point de départ à l'importance et à la profondeur. Une des pièces qui m'a le plus frappé à ce niveau-là, c'est la pièce Jeu d'intérieur, par exemple, qui est sa deuxième pièce, que j'ai eu la chance de voir au moment de sa création. Et je me rappelle, je raconte ça d'ailleurs dans l'introduction, je me rappelle la façon dont, à la fin du spectacle, le public a vraiment été, je dirais, ahuri, a sursauté par ce qui se passait à la fin du spectacle. Personne ne s'y attendait. Et ce qui est magnifique, c'est que cette fin obligeait manifestement tout le monde, et on a vu d'ailleurs les discussions après le spectacle, obligeait manifestement tout le monde à revoir mentalement toute l'histoire et à se rendre compte que derrière ce qui nous était raconté, il y avait quelque chose qui était caché et qui apparaissait tout à la fin. C'est un Ça, peu c'est du Jacques de Decker à l'état pur, on pourrait Oui. dire. C'est un peu aussi le système d'une nouvelle où finalement la chute nous oblige à relire tout ce que nous avions pensé Voilà, lire et à voilà. l'envisager différemment. Oui. Alors il y a un autre élément aussi caractéristique dans deux pièces de Jacques de Decker, c'est que pour l'une, il l'a commencé, le titre m'échappe maintenant, c'est Petit Matin, et il a continué, il a écrit une suite à ce Petit Matin qui s'appelle Grand Grand Soir, soir. 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième, selon vous, qui fasse qu'il y revienne? Est-ce que ce n'est pas que Jacques de Decker était une personnalité tellement sensible à l'évolution de la société qu'il faisait se refléter dans son théâtre, qu'il avait besoin de rajouter de nouvelles pistes d'exploration de la pièce initiale en y ajoutant une seconde? Oui, c'est très possible. C'est un cas unique dans l'histoire du théâtre, en tout cas dans toutes les pièces que je connais. Euh, Effectivement, bon, il y a Strindberg qui a fait la danse de mort et puis une nouvelle danse de mort, mais ce n'est pas la même chose. Ici il fait vieillir ses personnages de 20 ans, il reprend exactement la même forme, la même structure, euh, et il amène une réponse à quelque chose qui était quand même resté énigmatique dans la première pièce, mais 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, et c'est une réponse qui est tout à fait différente de ce à quoi on s'attendait à la fin de la première. C'est absolument étonnant. Et puis, comme vous dites, effectivement, ces deux pièces reflètent manifestement deux états d'esprit de la société à 20 ans de distance. Ouais. Oui, Alors, c'est formidable, c'est formidable. Ceci dit, il faut dire que la première pièce, Petit Matin, était une commande des Midis du Rideau de Bruxelles, donc était nécessairement une pièce courte, hein, ça ne pouvait pas dépasser 1 heure. Mais telle qu'elle est, elle existe en tant que pièce. D'ailleurs, elle a été jouée plusieurs fois après. Et la seconde, elle est très surprenante par rapport à ça. Alors, dans le livre que je recommande à tout le monde de lire et auquel je demande à tout le monde de s'intéresser, figure aussi une autre originalité. C'est pour une des pièces, le Magnolia, il existait une autre fin, une autre chute, un dernier échange de dialogue qui
revisiter l'ensemble de la dramatique entre les personnages. Et vous publiez dans le livre cette fin inattendue que l'on découvre après avoir lu la pièce. Alors, c'est quoi ces jeux pour vous? Quand vous avez trouvé cette page inédite, vous avez dû jubiler en tant qu'auteur de théâtre. Mais je me suis dit de nouveau, c'est du Jacques tout craché. C'est du Jacques tout craché d'abord parce qu'il il revient sur son histoire. En fait, cette fin, je crois, il l'a écrite à la suggestion, peut-être probablement après une discussion, à la suggestion d'un traducteur Absolument. avec qui il a dû dire, tiens, mais on pourrait imaginer ça. Et donc, du coup, il l'a faite. Et effectivement, c'est une petite scène en plus, mais on va pas dévoiler la chose, Non, non, mais non. euh, mais qui remet complètement tout en question. C'est-à-dire il redonne, mais ça, c'est Jacques était fasciné par ça manifestement, vous connaissez bien, vous le savez comme moi, il donne une autre face. Il donne une autre face. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé chez lui, d'ailleurs je le dis, je ne sais plus si c'est dans l'introduction La ou dans communication. l'exposé que j'ai fait pour l'Académie, mais c'est qu'il il dit, voilà, nous ne sommes pas bifaces, nous sommes multifaces. Nous ne sommes pas, et il crée le néologisme, nous ne sommes pas des individus, nous sommes des dividus, parce que nous sommes plusieurs personnes en même temps. Je trouve ça magnifique comme expression, et c'est vrai que c'est une chose qu'il tente à faire apparaître d'une manière ou d'une autre dans ses écrits et particulièrement dans son théâtre. Alors, dans les rapports de Jacques de Decker avec le théâtre, il y a non seulement le rapport à l'écriture du texte, au fait d'imaginer, d'inventer des pièces ou de les adapter, mais il y a aussi ce goût pour la mise en scène, ce goût pour le théâtre en tant que lieu, en tant que lieu magique, les relations avec les comédiens aussi, la mise en scène. Alors, dans une interview qu'il m'avait accordée, il expliquait que pour lui, la mise en scène est apparentée à un autre art qui est la sculpture, parce qu'il sculptait le travail des comédiens pendant les répétitions, et le lendemain d'une répétition, il découvrait que les comédiens avaient absorbé cette part qu'il avait apportée lors des répétitions, comme un sculpteur redécouvre le lendemain d'avoir déposé un tissu sur le buste sculpté que la terre a travaillé. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche, vous en tant que dramaturge, qui êtes aussi en relation avec les comédiens et avec le lieu qu'est le théâtre? Oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique, ça montre que le théâtre est quelque chose de complètement vivant et que l'écriture théâtrale est vivante elle aussi. Je veux dire qu'elle se fait en interaction avec les autres constructeurs du spectacle. Donc, c'est autre chose. Et on doit tenir compte, même si on écrit une pièce dans sa chambre tout seul, on doit savoir que ça, il faut laisser de la place pour les autres, que ce n'est qu'une partie de la construction qu'il se fait. Je crois que Jacques en était extrêmement conscient, même si ça, je m'en suis rendu compte aussi en le fréquentant et en retravaillant sur ces textes, même si beaucoup plus peut-être que d'autres auteurs contemporains, le texte pour lui est absolument primordial. Le texte passe avant la mise en scène, par exemple, je pense il n'aimait pas trop les spectacles très déployés, avec grands effets de mise en scène, etc. Parce qu'il avait l'impression, je me rappelle de discussions parfois assez importantes que nous avons eues à ce niveau-là. On n'était pas toujours nécessairement d'accord d'ailleurs, mais pour lui, il n'y a rien à faire. Le texte était là d'abord et risquait de se perdre si la mise en scène prenait trop d'importance, disons. Voilà. On s'en Mais rend compte. ceci dit, il était quelqu'un qui vivait le théâtre, c'était sa vie et il vivait le théâtre par tous les pores. Et comme je le dis dans l'introduction aussi, c'est vrai, le théâtre est partout dans ce qu'il écrit, et on le retrouve dans ses romans. C'est pas pour rien que les biographies qu'il a écrites, c'est Ibsen et Wagner. Voilà.
Oui, vous évoquez ça dans votre C'est introduction, ça. qui est vraiment une Oui, introduction très, très complète et qui nous permet d'entrer dans ce schéma mental de l'écrivain de théâtre, qui est en plus un passionné de théâtre et dont on pourrait presque dire que toute la vie tournait autour de cet environnement littéraire et dramatique. Alors, il y a un autre élément dans le livre qui est tout à fait passionnant, c'est le fait d'avoir intégré en conclusion une oui, communication que Jacques de Decker avait faite lors d'une chaire de poétique et qui est intitulée Comment j'ai écrit quelques-unes de mes pièces, et où on sent aussi ce travail, cette réflexion, le fait qu'il nous demande finalement de ne pas être dupe de la fausse simplicité des choses. oui, 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 c'est un texte extrêmement important. J'y ai pensé très vite quand, on a décidé à l'Académie de publier ce théâtre, son théâtre, pardon. J'ai dit tout de suite: «Il faut ajouter ce texte. Il faut ajouter ce texte parce qu'il est de tout ce qu'il a fait», parce que bon, on trouve d'autres choses, on trouve aussi d'autres conférences mais celui-là me semblait, vraiment particulièrement intéressant parce qu'il s'y livre. Il s'y donne vraiment, je peux dire complètement, mais quand même de manière très, très lucide et très détaillée, oui. Oui. Nous avons un temps qui est limité, alors avant de conclure cet entretien, j'aimerais vous demander s'il y a un élément auquel je ne vous ai pas fait penser par mes questions ou mes interrogations. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a surpris, qui vous a frappé ou qui vous a enchanté pendant tout ce travail d'édition, qui est un travail remarquable d'édition d'une œuvre Je vous euh, remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un souvenir que vous avez avec Jacques qui est réapparu au moment où vous écriviez l'introduction ou bien où vous composiez le livre? Mais des souvenirs, j'en ai tellement. Non, ce qui m'a marqué plus en travaillant, c'est l'importance je veux dire, de 2 rampes de lancement, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire 2 textes qui étaient 2 textes de théâtre qui étaient, des textes fétiches pour lui, hein. La première, c'est une pièce anglaise d'un auteur qui s'appelle Simon Gray, qu'il avait vu à Londres, qui s'appelle Otherwise Engaged, et qui a été une sorte de pièce. Il le dit, d'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà, moi aussi je peux le faire. Hein, c'est une porte qui s'est ouverte. Et l'autre, évidemment, c'est La Ronde de Schnitzler, qui est un texte qui l'a accompagné toute sa vie, qu'il l'a vu dans l'adaptation comment s'appelle le cinéaste, Max euh, Ophuls. de Max Ophuls, Max qu'il a vu à l'âge de 17 ans, à Vienne, raconte-t-il. Et ça aussi, manifestement, ça a été une sorte de révélation. Et je crois que c'est extrêmement important dans la vie d'un auteur, je pense que beaucoup le diraient, qu'il y ait ainsi une sorte de déclencheur qui vient par la littérature ou qui vient par le théâtre ici, mais qui ouvre la porte, qui initie, et voilà, après on est parti. C'est curieux, c'est un mystère, mais chez lui, ça m'a frappé particulièrement. Et dans le fond, chez vous, Paul Aymon, auteur de théâtre aussi, il y a eu un texte déclencheur qui vous a conduit au théâtre, dont vous êtes aussi un des représentants les plus éminents? Non, éminent, je ne sais pas. Mais oui, j'ai des souvenirs très importants. Alors, notamment, j'avais quoi? J'avais 15 ans, 16 ans, j'ai vu au Palais des Beaux-Arts Les Possédés de Dostoïevski avec Raoul de Manès, si vous vous rappelez, ce formidable comédien. Ça m'a été, pour moi, ça a été vraiment. Je me suis dit, ah, c'est ça le théâtre. Ça, c'était magnifique. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup rêvé par la suite, oui. Parce que vous avez fait cette rencontre théâtrale, je dirais, à 15-16 ans. Il est vrai que Jacques de Decker, lui, avait créé un premier théâtre avec Albert-André Lheureux, le théâtre de l'Esprit frappeur, quand il avait 17-18 ans. Ce sont des révélations qui viennent très jeunes en général. Effectivement, et je crois que déjà à l'Athénée, ils avaient monté des textes ensemble. C'est formidable.
Alors, je vais vous lire pour conclure, si vous le voulez bien, un petit extrait d'une interview que j'avais faite avec Jacques, qui m'a beaucoup touché au moment où je l'ai relu en préparant cette interview. Jacques de Decker disant: «J'ai un très grand respect pour le théâtre. Je trouve que c'est une des activités humaines les plus nobles qui soient. Et je crois que les acteurs sont des êtres merveilleux. Je connais peu d'exemples du contraire.» Et je trouve que c'est une belle manière de dire tout l'amour que l'on peut ressentir pour le théâtre à travers ce livre que vous avez composé. Oui, c'est très bien de terminer comme ça. Voilà.